Tu as bien fait de cliquer sur la vidéo, tu es au bon endroit pour corriger les 8 erreurs les plus communes quand on démarre en vidéo. Et reste jusqu'à la fin car dans la dernière erreur, je te montre comment faire passer ton image de ça à ça. On commence tout de suite. Première erreur, ne pas se mettre en mode manuel. C'est la première erreur et c'est hyper simple à corriger. Si tu es en mode AVTV ou pire automatique, stop tout de suite. On change ça et on se met en mode manuel. Pourquoi c'est si important en vidéo? Si tu as des changements de luminosité pendant que tu filmes, par exemple un bon vieux nuage qui passe par là et qui vient mettre le bazar, ou si quand tu es à l'intérieur, tu changes de pièce et la luminosité n'est pas la même, si ta caméra n'est pas en mode manuel, elle va chercher à corriger ce changement de luminosité et du coup tu vas avoir des plans avec un rendu bizarre où la luminosité de la scène ne va pas être la même. Et globalement, on aura l'impression que tu filmes avec un smartphone et qu'il fait lui-même cette embrouille de réglage. Donc pas génial du tout, et pour corriger ça, mode manuel. Nickel, c'est le premier réglage, garde bien ta caméra avec toi et fais les réglages au fur et à mesure, on va en avoir besoin dans la suite. Ensuite, deuxième erreur, ne pas mettre la balance des blancs en mode manuel. Même chose que pour le mode de la caméra, si on laisse la balance des blancs en mode manuel, elle va ajuster les couleurs comme elle veut dans ta séquence. Et le rendu va être complètement YOLO. Donc là pareil, le réglage de la balance des blancs, là t'arrêtes ton cinéma tout de suite, moi je reprends le contrôle et on se met en mode manuel. Et quand on est en extérieur, on pourra se mettre à 5500 degrés Kelvin un jour au soleil, à 6000 degrés Kelvin un jour nuageux, et à l'intérieur, avec un éclairage ampoule, on pourra choisir 3200 degrés Kelvin. Allez, on est lancé, pas le temps de musarder. Erreur numéro 3, ne pas choisir la bonne cadence d'image. Il faut bien comprendre qu'on va choisir en réalité deux cadences d'image. Une à la prise de vue, et une au montage. Si tu veux un rendu naturel de ta vidéo, le standard sera de choisir une cadence d'image de montage de 25 images par seconde en Europe. Quand on parle de rendu cinéma, on fait aussi référence à cette cadence d'image de 25 images par seconde. C'est ce qu'on utilisera pour des interviews, des vidéos de voyage, des films de mariage et ainsi de suite. Et à 60 images par seconde, parfois je vois des vidéos YouTube qui sont tournées et exportées avec ce réglage et je trouve le rendu bizarre, trop net, voire trop lissé. Et là aussi où il faut bien faire attention, c'est de bien faire correspondre la cadence d'image de prise de vue avec celle de montage. Autrement, tu vas avoir des problèmes. Soit tu pourras avoir une séquence avec des images qui saccadent, soit tu pourras avoir un audio distordu. Le seul cas où on va choisir des cadences d'image différentes, ce sera pour faire des ralentis. On pourra alors choisir une cadence d'image de prise de vue à 50 images par seconde et l'importer dans une timeline à 25 images par seconde, ce qui nous permettra alors de ralentir nos plans. Ou alors on pourra aussi utiliser une cadence d'image plus lente pour des timelapses et on pourra l'accélérer au montage et voir le temps qui défile. Donc à part pour des cas d'usage particuliers, la grosse recommandation c'est de choisir une cadence d'image de 25 images par seconde à la prise de vue et au montage. Ensuite on passe à des réglages hyper importants, c'est l'erreur numéro 4, ne pas faire les bons réglages d'exposition. Et on commence par comment choisir le bon temps de pause. Bon ici c'est assez simple, pour choisir le bon temps de pause, il y a une règle qui s'appelle la règle des 180 degrés. Et ça se traduit dans le monde des caméras hybrides par il faut choisir un temps de pause qui soit égal à 1 sur 2 fois la cadence d'image. Notre œil s'est habitué au rendu des films qui ont un joli flou de mouvement, ce qui donne de la fluidité dans le déroulé de l'action. C'est ce qu'on appelle un rendu cinéma. Je mets des guillemets car il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est un des ingrédients majeurs. Si on ne respecte pas cette règle, on va avoir une séquence avec un mouvement qui semble trop net et pas naturel. Regarde sur ces deux exemples. À gauche, tu as une séquence filmée avec un temps de pause de 1/50 de seconde, donc on a doublé la cadence d'image de 25 images par seconde, et à droite, tu as une séquence filmée avec un temps de pause de 1/250 de seconde. Et tu peux voir sur la droite que le mouvement semble beaucoup plus saccadé. Donc, choix du temps de pause, c'est super simple. Pour une cadence d'image de 25 images par seconde, on choisit 1/50 de seconde. Et pour une cadence d'image de 50 images par seconde, on va choisir 1/50 de seconde. Et ainsi de suite. Ensuite, on parle des ISO. Les ISO vont nous permettre de régler notre exposition quand il fait trop sombre dans notre scène. Si on manque de lumière, on va pouvoir augmenter les ISO pour éclaircir notre plan. Mais attention, plus on monte dans les ISO, plus notre image perd en qualité. On va ajouter du bruit, perdre en saturation des couleurs, en plage dynamique et en netteté. Donc, pour avoir la meilleure qualité d'image, il existe un réglage qu'on appelle les ISO natifs. En choisissant ce réglage, tu auras la meilleure qualité d'image. Pour Canon, le log aura un ISO natif à 400, pour le log 3, on aura un ISO natif à 800, et chez Sony, par exemple A7S3, on a deux ISO natifs, et ça c'est super fort pour Sony. Un ISO à 640 et un ISO à 12800. Ce qui veut dire que pour toutes ces valeurs d'ISO natifs, tu auras la meilleure qualité d'image. Et chaque caméra aura un ISO natif spécifique, donc il y a quelques recherches à faire en fonction de la caméra que tu utilises. Et enfin dans les réglages d'exposition, il reste l'ouverture de l'objectif. Ici c'est plus un choix créatif, donc à toi de trouver le rendu que tu préfères. Si tu veux un joli flou d'arrière-plan, tu peux ouvrir au maximum à f4, f2.8 ou plus en fonction de ton objectif. Et si tu veux un maximum de ton image nette, tu peux fermer l'ouverture de ton objectif à f8 ou plus.
Et on arrive maintenant à l'erreur numéro 5, ne pas utiliser des filtres ND. Si tu suis toutes les recommandations des réglages d'exposition à faire, déjà d'une, c'est très bien et merci de m'écouter. Mais si tu sors là direct, tu vas avoir un méga problème. En plein soleil, tu vas être carrément surexposé. Et juste, attends avant de dire que je raconte n'importe quoi. On a vu que tu ne vas pas pouvoir trop toucher au réglage, car si tu changes le temps de pause, tu vas perdre le flou de bouger qui donne un rendu cinéma, donc ça n'est pas une option, et le seul réglage que tu peux toucher, c'est l'ouverture. Mais si tu veux un joli flou d'arrière-plan et que tu ouvres au max, eh bien là, c'est là qu'on est bloqué. Et c'est à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils de... Pardon, attends, mauvais script, on reprend. Et c'est quand tu es bloqué, comme cela, qu'on va introduire les filtres ND. En gros, filtre ND, c'est égal à des lunettes de soleil pour ton objectif. Les filtres ND vont réduire la quantité de lumière reçue. Et c'est comme cela qu'on va obtenir une image bien exposée. Donc pour faire les réglages qu'on a vus, il te faut un filtre ND pour avoir une image bien exposée en plein soleil. Et là on est pas mal, non? On va passer ensuite à un aspect ultra important de ta vidéo et une erreur qui pourrait bien sceller le sort de tes prochaines vidéos. C'est l'erreur numéro 6, à négliger l'audio. Tu te rappelles de la dernière vidéo que tu as regardée avec un son horrible? Non? Eh bien c'est tout à fait normal, a priori tu n'as pas dû tenir 30 secondes. Avec un audio de mauvaise qualité, on ne peut pas regarder une vidéo. Et pour s'assurer d'avoir un bon audio, il y a 3 choses à respecter. Acheter un micro externe, garder le micro le plus proche du sujet à enregistrer, et régler ses niveaux sonores correctement. Alors déjà, pourquoi acheter un micro externe? Tout simplement parce que les micros des caméras sont absolument nuls. Donc là, pas grand chose à dire à part de faire cet investissement. Pour commencer, le micro Rode Video Micro est assez correct. Et pour une option de bonne qualité, j'utilise le Rode VideoMic NTG. Ce seront des bons micros, assez polyvalents pour commencer à constituer ton équipement audio. Ensuite, il faut garder le micro le plus proche possible du sujet à enregistrer. Les 2 micros dont on a parlé avant se fixent sur la caméra et ils seront bien placés pour enregistrer une ambiance globale. En revanche, pour enregistrer une personne qui parle, par exemple pour filmer une interview, ça pourra être pas mal de prendre des micros cravates. Ou pour des vidéos YouTube comme celle-ci, tu pourras mettre ton micro caméra sur un petit pied devant toi. Et enfin, il faut régler les niveaux sonores. On va régler les niveaux pour éviter 2 problèmes. Que l'audio sature quand c'est trop fort, ou que l'audio soit trop bas. Si l'audio sature, il devient rapidement inutilisable. Et si l'audio est trop bas, quand on va augmenter le volume au montage, on va introduire du bruit et faire ressortir les sons ambiants parasites. Pour bien régler les niveaux sonores sur ta caméra, il faut faire en sorte que le niveau sonore du bruit que tu enregistres ou de la personne qui parle soit entre -18 et -6 décibels. Et avec toutes ces informations, tu devrais être pas mal pour tes enregistrements audio. Ensuite, on passe à l'erreur numéro 7, ne pas stabiliser tes vidéos. À part si c'est un style que tu recherches, avec une vidéo non stabilisée, on va réussir qu'une seule chose, donner la nausée à notre spectateur. Bien stabiliser ses plans, c'est un autre aspect du rendu cinéma, c'est-à-dire d'avoir des mouvements ultra fluides. Au contraire, des mouvements saccadés avec des à-coups vont avoir un rendu plutôt amateur. Et j'ai fait une vidéo les 5 meilleurs stabilisateurs pour tes vidéos dans laquelle je te montre les stabilisateurs les plus courants. Je te mets le lien dans la description. Et en très rapide, si tu veux faire des plans fixes, un trépied c'est top. Si tu veux faire des plans en mouvement, des stabilisateurs style DJI ou Zhiyun sont excellents. Et tu peux stabiliser tes vidéos à main levée aussi, mais ça demande une bonne technique. Et enfin, on va arriver à la dernière erreur. Et c'est ce qui fera la plus grande différence entre un film hollywoodien et ta vidéo, c'est l'erreur numéro 8, ne pas faire attention à la lumière. Tu sais quelle est la différence entre ces 2 images? Je pense que tu l'as vu venir, c'est la lumière. Avec la lumière, tu vas réussir à créer de la profondeur et du relief dans ton cadre, du contraste de couleur et du contraste d'exposition. C'est la lumière qui va te permettre d'avoir une image beaucoup plus travaillée et beaucoup plus cinématique. Et pour enfoncer le clou encore plus loin, regarde le rendu que tu peux obtenir avec un iPhone. Comment tu trouves le résultat? Pas mal, non? Et regarde, même exemple avec une GoPro. Le rendu est plutôt pas mal. Le but ici, c'est de te montrer que la lumière, c'est l'élément le plus important pour donner un rendu cinéma à tes vidéos. La lumière que tu manipules dans ton cadre peut donner un super rendu, peu importe la caméra que tu utilises. La lumière a 4 caractéristiques que l'on peut manipuler. La quantité, la qualité, la direction et la couleur. Avec des lumières de studio, on va pouvoir manipuler facilement toutes ces caractéristiques. Et autrement, voici comment jouer avec la lumière naturelle. On parle d'abord de la quantité. Tu auras le plus de lumière à midi en été, et on commence à perdre beaucoup de lumière lors du crépuscule. Et pour la quantité de lumière, malheureusement en extérieur, tu vas dépendre de l'heure de la journée à laquelle tu tournes. Tu pourras tout de même te mettre à l'ombre d'un bâtiment ou d'un arbre pour réduire la quantité de lumière. Et à l'intérieur, tu pourras utiliser des rideaux ou des panneaux pour bloquer la lumière et jouer sur la quantité. En jouant sur la quantité de lumière qui arrive sur ton sujet par rapport à la lumière disponible sur la scène, tu pourras ainsi sculpter ton image et créer du contraste d'exposition. Et comme l'œil humain est naturellement attiré par la zone la plus claire de l'image, ça sera donc une méthode super efficace pour attirer l'œil de ton spectateur directement sur ton sujet. Et avec ce contraste d'exposition, tu vas aussi créer beaucoup plus de profondeur dans l'image. Ensuite, en numéro 2, on parle de la qualité de la lumière. Il existe 2 qualités de la lumière. Soit on a une lumière dure,
soit on a une lumière douce. Et je te propose une petite expérience. Regarde les visages des personnes que tu croises dans la rue, un jour nuageux et un jour ensoleillé. Pendant un jour nuageux, tu vois peu d'ombres ou des ombres très douces et diffuses sur les visages. C'est une qualité de lumière douce. Un jour ensoleillé, en revanche, tu verras des ombres très marquées avec des contours nets et très foncés. C'est ce qu'on appelle une lumière dure. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, tout dépend du rendu que tu veux donner à tes images. Mais à retenir, souvent pour filmer des visages, on préférera une lumière douce qui va mettre plus en valeur les traits du visage et qui va gommer les imperfections du visage. C'est ce que je fais, c'est ce que font tous les youtubeurs. Regarde la lumière sur mon visage. Les ombres sont douces et pas trop marquées. Et voici la différence avec une lumière dure. Pour avoir une lumière douce en extérieur, soit tu as de la chance, c'est une journée nuageuse et là, banco. Soit tu peux te mettre à l'ombre d'un bâtiment ou sous des arbres. Et à l'intérieur, tu pourras utiliser soit des rideaux transparents pour diffuser la lumière qui passe par la fenêtre. Ils vont avoir un super rôle de diffuseur pour avoir une lumière douce. Et il existe aussi des diffuseurs qui te permettront d'adoucir la lumière disponible, que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. Ensuite, on va parler de la direction de la lumière. Un scénario de lumière qu'on utilise tout le temps, c'est d'avoir une lumière située à 45 degrés au-dessus de notre tête. On obtient ainsi une partie d'ombre sur le visage qui crée du relief et qui donne de la dimension à notre image en 2 dimensions. Et tu me diras, dehors, comment tu fais pour changer la direction de la lumière? C'est simple, tu vas pas faire bouger le soleil, mais tu vas déplacer ton sujet. Voici une astuce que j'utilise tout le temps pour voir l'effet des ombres sur mon sujet. Tu places ta main devant toi à la verticale et tu tournes sur toi-même pour voir comment se créent les ombres dans ta main. Dès que tu vois une partie lumineuse et une partie dans l'ombre, tu as ta position et tu peux placer ton sujet. Et enfin la quatrième qualité de la lumière, la couleur. Avec la couleur, tu vas pouvoir jouer sur les contrastes. C'est pourquoi j'ai utilisé une lumière bleue dans le fond du studio, car les tons orange de ma peau et les tons bleus du fond sont des couleurs complémentaires, ce qui crée beaucoup de contrastes et fait ressortir mon visage. C'est comme cela qu'on peut guider l'œil de notre spectateur. Donc j'espère que tu l'as compris, cette dernière partie sur la lumière est tellement importante. Regarde tous les films, regarde toutes les photos des grands photographes, la lumière a son rôle dans toutes ses œuvres. C'est bon, t'as bien toujours ta caméra avec toi? Avec tous les réglages qu'on a fait et avec ces dernières astuces, c'est bon, t'es prêt à tourner. Ouh, ça me démange, moi je vais aller filmer. Mais juste avant, et toi c'est quoi ton programme maintenant? En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout, like cette vidéo si tu as aimé, ça m'aide énormément avec l'algorithme de YouTube, et abonne-toi si tu veux découvrir toujours plus d'astuces vidéo. Allez, ciao, et on se voit dans la prochaine vidéo.